Bonjour, La Voix est libre. Chaque samedi sur France 3, on prend le temps de découvrir une personnalité de la région. On prend aussi le temps de débattre en toute liberté. Alors on aurait presque tendance à oublier que l'UMP a gagné les dernières élections municipales, 2 mois déjà, tellement les péripéties ont été nombreuses depuis. Et pourtant, dans la région, elle a bel et bien remporté 2 villes majeures, Saint-Étienne et Valence. Attends, je vais embrasser mes parents. On a gagné. Bonjour Nicolas d'Aragon. Bonjour. Ça vous paraît déjà loin ces images ? Un peu loin et à la fois proche. Loin parce qu'en 2 mois, on a déjà parcouru beaucoup de chemin. Et puis proche parce que ça a été la construction d'une campagne et sa conduite pendant 1 an quasiment. Donc c'est un souvenir encore intense. À 42 ans, vous êtes donc le jeune maire de la ville-préfecture de la Drôme. Alors, dire que vous êtes un nouveau venu en politique serait quand même un peu inexact. 19 ans de mandat municipal derrière vous quand même. Mais c'est le premier mandat majeur, même si vous êtes également conseiller général. Vous n'avez jamais été ni député, ni sénateur, pas ministre non plus. D'ailleurs, est-ce que vous resterez uniquement maire de Valence ces 6 prochaines années, en dehors de votre mandat au département évidemment ? Ah oui, j'ai pas prévu d'être candidat à un mandat parlementaire si c'est votre question. C'est ma question. Dans la Drôme, la politique se fait rarement dans le calme. Ça remue fort du côté de l'intercommunalité. Le sujet est assez d'actualité cette semaine avec la fusion annoncée des régions. Ça s'agite aussi beaucoup sur la question des rythmes scolaires. Et puis on parlera de la politique. Êtes-vous vraiment tous pourris comme le pense une grande partie de l'opinion ? Olivier Michel, lui, nous rejoindra après le flash de midi. Et avec vous, Olivier, on va évidemment pas éviter le sujet UMP. Nicolas Sarkozy, doit-il sauver le soldat UMP ? On parlera également avec votre invité des finances de la ville de Valence, des promesses électorales et notamment de la baisse de 30% des indemnités des élus de la ville. Elle n'a que quelques mois. Elle est née le 1er janvier dernier dans la douleur après une gestation compliquée. Je vous parle de la communauté d'agglomération Valence-Romans-Sud-Rhône-Alpes. 4e agglomération de la région. Pas plus tôt mise sur pied qu'elle pourrait déjà mourir, coupée en 2. C'est en tout cas le souhait de son président. Vous, Nicolas d'Aragon, puisque vous estimez plus judicieux qu'il y ait 2 structures, une autour de Valence et puis l'autre autour de Romans. Le problème, c'est que les Romanais, eux, ne sont pas trop d'accord pour divorcer. Venez nous rejoindre sur ce plateau. Madame Nathalie Niaison, vous êtes députée maire socialiste de la ville de Bourg-de-Péage. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour. J'ai regardé, vous êtes séparés, Valence et Bourg-de-Péage, exactement de 19 km. Et pourtant, on a parfois l'impression que ce sont des années-lumière. Ah bah oui, effectivement, si je suis aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce que avec Nicolas d'Aragon, nous faisons partie du même territoire, de la même agglomération. Il est président de l'agglomération. Moi, en tant que maire de Bourg-de-Péage, je fais partie de cette agglomération. Et alors que nous devrions être en train de travailler au projet de territoire, que nous devrions être en train de travailler à des actions pour nos concitoyens, utiles à nos concitoyens, eh bien non, nous n'en sommes pas là parce que le premier projet politique de Nicolas d'Aragon est de scinder cette agglomération, de la diviser en 2. Et je peux vous dire que nous sommes un certain nombre d'élus à ne pas être d'accord avec ce projet, à penser que c'est une erreur historique. Nicolas d'Aragon, c'est vrai que cette agglomération a eu beaucoup de mal à se constituer. Il y a eu énormément de protestations avant la Constitution qui a finalement été imposée par le préfet et qui est rentrée en vigueur le 1er janvier dernier. Pourquoi, aujourd'hui, alors que ça a été si difficile, vous voulez tout casser ? 2 raisons majeures. La première, c'est que cette agglomération s'est construite à marche forcée. Ça veut dire que la majorité des communes s'étaient exprimées contre la constitution de cette grande agglomération. Et dans le même temps, je faisais partie des gens qui étaient opposés à la création de cette agglomération XXL. Et sur 16 membres de l'exécutif de la grande agglomération, 13 n'ont pas été reconduits dans leur mandat, sachant que la plupart des maires qui ont été élus lors des dernières élections municipales avaient pris cet engagement de ne pas rester dans une agglomération qui ne correspond en rien à la réalité que vivent au quotidien nos concitoyens. Et c'est la deuxième raison majeure, c'est que nous sommes organisés autour de bassins de vie, de bassins économiques, et qu'il y a bien 2 pôles dans cette agglomération. On le démontre chaque jour. Vous voyez, aujourd'hui, ce débat est une démonstration supplémentaire. Il y a le pôle de Romans-Bourg-de-Péage, qui a toute son existence, et il y a le pôle de la grande agglomération de Valence, qui permettrait en plus de réparer quelque chose qui a été construit dans une démarche qui n'est pas logique, de rattacher les communes du versant ardéchois qui sont toutes proches de nous. Simplement un pont à franchir, Saint-Péray, Guirangrange, Tornas, de rattacher
ces communes à une grande agglomération valentinoise qui garderait toute sa force, toute sa vigueur avec plus de 170 000 habitants, alors que dans le même temps, la grande agglomération de Romans-Bourg-de-Péage pourrait constituer une agglomération avec le Nord-Drôme et arriver à près de 90 000 habitants. Je rappelle que Montélimar, c'est 60 000 habitants. On n'est pas en train de parler de créer des structures lilliputiennes. Ça a duré 2 ans quand même, la constitution de cette agglomération, et ça va pas être à nouveau une perte de temps dommageable, comme le disait Madame Liaison, aux citoyens, que de tout redéfaire, puis reconstruire derrière 2 agglos. Ce qui est certain, c'est que les citoyens, ils ont décidé de quelque chose lors des dernières élections municipales, et cette décision, ça a été de confier les mairies à une majorité de communes qui sont opposées à cette constitution d'agglomération XXL. Donc ça veut dire que nous sommes mis au travail dès le lendemain de l'élection. Le 26 avril, j'ai annoncé la démarche. Hier, encore, nous présentions cette semaine les diagnostics juridiques et financiers qui nous permettent d'envisager et de débattre sereinement sur l'éventuelle scission de cette grande agglo. Donc nous sommes au travail et en même temps nous continuons à travailler sur les projets de l'agglomération. Madame Liaison, est-ce que vous avez l'impression d'être dans une position minoritaire, comme semble le dire M. Daragon ? Nous sommes en responsabilité. Ce qui s'est passé avant mars 2014 fait partie du passé, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, nous sommes des élus qui sont à la tête de nos communes, à la tête de l'agglomération. Vous en êtes le président. Et nous avons l'obligation de nous projeter dans l'avenir. Et aller sur la scission de l'agglomération, ce serait faire un retour en arrière. Ce serait faire un bond en arrière alors que nos partenaires, que sont les régions, sont en train de s'organiser de manière plus large, sont en train de se rassembler, alors que le gouvernement est en train de faire en sorte que les communautés de communes aient des seuils beaucoup plus élevés, alors qu'autour de nous, très proche de nous, à moins de 100 km, il y a le Grand Lyon qui est en train de s'organiser avec d'autres territoires tels que Saint-Étienne, Vienne et Bourgoin-Jallieu. Eh bien nous sommes en train de nous poser la question, est-ce qu'il est bien pertinent que l'on puisse travailler ensemble ? Il faut que l'on soit fort, que l'on soit unis pour faire face aux défis de demain. Et je peux vous dire que je représente un certain nombre d'élus et de maires, au-delà des clivages politiques traditionnels. C'est-à-dire que la maire de Rovan, Madame Toraval, qui est UMP... Le maire de Romans, effectivement, est pour l'agglomération. Et les maires des petites communes sont aussi pour l'agglomération. Et quand M. Daragon... C'est quoi, qu'on comprenne simplement, c'est une scission géographique, c'est-à-dire, vous, dans le secteur du Romanais, vous avez peur quoi ? D'être isolé, d'être plus faible ? Mais nous, ou que le Valentinois joue contre vous ? Nous n'avons pas peur d'être isolés et nous n'avons pas peur d'être plus faibles que Valence. Ce que nous disons, c'est qu'ensemble, nous serons plus forts. Il n'y a pas de peur de notre part de se sentir et laisser abandonner. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui se passe, c'est que nous disons qu'il faut que l'on s'organise de manière optimum pour pouvoir faire face aux grands mastodontes qui sont autour de nous, à quelques kilomètres de chez nous. Et pour cela, il faut que l'on reste ensemble pour répondre aux besoins de nos concitoyens, et j'y reviendrai après. Ça a l'air un peu sensé, malgré tout ce qu'elle dit. Ensemble, on n'est pas plus fort face, effectivement, aux mouvements qui sont à côté. Et puis, on a un peu aussi l'impression que vous commencez à être un peu à contre-courant de l'histoire, en vouloir des structures plus petites, quand en ce moment, on est en train plutôt de regrouper des régions, de supprimer en plus l'échelle départementale qui donne toute sa cohérence ensuite aux agglomérations et à l'intercommunalité. Ça impliquerait d'avoir une lisibilité parfaite sur la politique du gouvernement socialiste que vous soutenez sur la réforme territoriale. Or, il faut avouer quand même qu'en 18 mois, on a eu revirement sur revirement. Donc, il n'y a plus aucune lisibilité, on ne sait pas où on va. Alors, la dernière version, c'est nous allons faire de très grandes régions. J'y suis extrêmement favorable parce qu'il faut que nous ayons des régions comparables aux Länder allemands qui vont assurer un développement. Je suis sans doute un des rares de ma tendance politique à être très favorable aux grandes régions. Et en même temps, il y a la suppression des départements. Et pour finir, on est en train de nous expliquer qu'il faudrait faire des agglomérations de plus grande dimension. Ça signifie quoi pour nos concitoyens ? Ça signifie que l'échelon de proximité va être supprimé complètement. Ou ça reste plus la commune. D'échelon de proximité. Mais les communes, on est en train de les déshabiller complètement. Petit à petit, toutes les compétences sont en train d'aller vers l'agglomération. Vous savez, il y a quelque chose de très significatif, si vous regardez bien l'agglomération de Valence-Roman telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Demandez à un Romanais ou à un Valentinois à quel guichet il peut s'adresser pour aller voir les personnels de l'agglomération. Personne ne sait. Le mieux, c'est que quand on va dans les services, puisque j'y suis encore allé ce matin, de l'agglomération à Valence, on arrive derrière une grille. Une fois qu'on a passé la grille, il faut prendre un ascenseur, on va au 3e étage et il n'y a pas d'accueil du public. Ça veut dire qu'on est en train de faire des superstructures
avec plus aucun lien avec le territoire, puisque là on a bien un territoire bipolaire, Il n'y aurait pas et plus aucun lien avec nos concitoyens. Il n'y aurait pas une économie d'échelle, monsieur Daragon, à Mais- faire une seule structure plutôt que deux? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, vous savez que dans le projet de nos prédécesseurs, il y avait quelque chose d'assez étonnant. Aujourd'hui, on a la commune le pôle romanais péageois, on a le pôle valentinois, avec des services sur les deux pôles. Et le projet, c'était de créer au milieu, entre les deux, sur Rovaltin, un siège de l'agglomération avec un loyer de 520 000 euros par an. Rovaltin, c'est la gare des On allait encore TGV, dépenser à Lens. beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui allait se passer en réalité ? Les employés du territoire de Romans, Bourg de Péage, allaient rester là. Les employés du territoire de Valence allaient rester à Valence. Et on allait créer un échelon supplémentaire, comme d'habitude, et recruter. Et d'ailleurs, si on y regarde de près, aujourd'hui, la création de l'agglomération, c'est la création de plus de 300 postes supplémentaires. La mutualisation n'a pas fonctionné. Et elle n'a pas fonctionné aussi parce que nous ne sommes pas sur un territoire cohérent. Que dire aux gens qui habitent Montrigaud, qui sont à 70 km de ceux qui habitent à Étoile, lorsqu'on va vouloir vendre un projet sur le sud Et de pourtant, vous êtes l'agglomération? favorable à des gens qui et habitent au nord de Aurillac et l'agglomération. qui seront dans la même région que Annecy. Oui, mais en même temps, on n'est pas sur les mêmes missions. La mission de développement économique, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, sur la mission de développement économique de l'agglomération, nous sommes favorables à garder cette compétence et à la laisser en commun. Il y a un certain nombre de sujets qu'on peut travailler ensemble. Les transports urbains, on peut les travailler Alors ensemble. justement, Mais après, la proximité, le travail de proximité, c'est impossible d'avoir des territoires aussi Alors, étendus. je voudrais qu'on en parle des transports urbains, parce que ça a beaucoup fait parler récemment dans le Valentinois, avec le syndicat Valence Roman Déplacement. Après l'élection, il a fallu réorganiser les conseils d'administration des différents syndicats mixtes, dont celui-là. Et sur celui-là, vous protestez vertement contre justement la mainmise des Valentinois, puisqu'il n'y a aucun Romanais qui est dans le conseil d'administration. Est-ce que pour vous, c'est justement le symbole de cette césure entre les deux parties du département ? Non, mais justement, il n'y a pas de césure. Nous, on est pour qu'il n'y ait pas de césure. En fait, bon, il y a eu sur le syndicat Valence Roman Déplacement des choses qui sont, à mon sens, pas du niveau qui devrait être notre niveau à nous, les élus de territoire, des règlements de compte au sein de la droite, puisque c'est une élue de droite, le maire de Romans, qui n'a pas réussi à se faire élire dans un syndicat qui est majoritairement tenu par des élus de droite. Donc là, nous sommes dans des règlements de compte en interne chez eux. J'espère que le secteur romano-péageois n'en subira pas les conséquences dans les politiques qui seront menées par ailleurs. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur ce que vient de dire M. Daragon, sur deux choses. D'abord, la proximité. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit et je le répète à qui veut bien l'entendre, les structures ne sont que ce que l'on en fait. Si l'on veut que notre agglomération soit une agglomération de proximité, elle le sera. Charge à nous, les élus, d'en faire une agglomération Avec de proximité. des recrutements supplémentaires pour être toujours plus proche. Et vous dites qu'il n'y a pas d'économie de structures qui ont été faites jusqu'à présent. C'est normal, elle a à peine 2 mois. Elle n'a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à peine née, elle est condamnée à mort, cette agglomération. Elle recrute déjà. Et d'ailleurs, si vous allez sur les Non. sites de recrutement des collectivités locales, vous allez voir le nombre de Monsieur recrutements Daragon, qui sont en cours. Vous êtes aux manettes Mais bien aujourd'hui. sûr. Vous êtes le président Bien de cette sûr. agglomération. Si vous voulez faire en sorte que cette structure fasse des économies, vous avez tout loisir de le faire. Mais c'est ce que nous Et allons quand- commencer à faire et quand immédiatement, vous je peux vous dites- dire. Et quand vous dites que vous allez créer des passerelles entre les deux futures agglomérations que vous Bien souhaitez, cela veut dire que, alors, il faudrait que l'on fasse avec des passerelles ce que l'on pourrait faire ensemble dans une même agglomération. Ce que Et nous qui avons dit toujours passerelle fait ensemble. Qui dit passerelle dit structure Pas supplémentaire, du tout. échelon Pas du supplémentaire. VRD préexistait à la création de la Vers des grande transports agglo. en commun. Voilà, Oui, mais je vous le parle de SCOT développement préexistait, économique. Vous parliez de Rovaltin développement économique. préexistait, et ça veut dire que moi je suis même favorable à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul syndicat avec toutes ses compétences à l'intérieur, qui sont celles qui doivent rester éminemment collectives et qui l'ont toujours été. Ça veut dire que la création de la grande agglomération n'a absolument rien changé à la configuration Mais c'est et normal. à l'activité et sur ses compétences. Elle a à peine 2 mois et depuis que vous êtes président, votre seul objectif, c'est de la scinder en deux. Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré le président de la CCI il n'y a pas très longtemps et vous-même, vous Moi l'avez aussi. rencontré. Et même le président de la CCI On a eu un débat dit très intéressant. qu'il faut que cet agglo reste avec ce périmètre parce que si on veut attirer des chefs d'entreprise, de l'emploi sur notre territoire, eh bien, on a besoin d'avoir un territoire tel que celui-là. Qu'est-ce que vous mettez concrètement derrière ça? C'est ça qu'on aimerait comprendre. Ça veut dire que c'est la question que j'ai posée au président de la CCI. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça change, la taille? Expliquez-moi. Pas de guerre économique entre Romans, Bourg-de-Péage et Valence, par Y exemple. a-t-il eu une guerre économique entre Romans et Bourg-de-Péage jusqu'au 31 Monsieur décembre Daragon, dernier? Monsieur Daragon, Madame Liaison, je pense qu'on ne va pas vous réconcilier sur ce plateau, mais on le n'est débat pas a fâchés, été... hein, vous savez. Moi, je veux continuer à travailler avec lui au sein de Moi aussi, l'agglomération. vous sur voyez. certains sujets. Bien, mais pas au sein de l'agglomération. On a compris. Merci beaucoup, Merci. Madame Liaison, d'être venue aujourd'hui.
imprimer sa marque dès son arrivée. On peut dire que vous y allez franchement. Nicolas Daragon, pas plus tôt dans le fauteuil de maire, vous avez fait annuler les délibérations prises par la municipalité précédente sur les rythmes scolaires. Terminer le périscolaire voulu par le gouvernement. À Valence, ce sera service minimum. Écoutez la question que vous pose Pierre-Jean Verret. Il est un de vos élus d'opposition à Valence. Il est aussi vice-président du Conseil général de la Drôme. Bonjour, monsieur le maire. Vous avez donc décidé de ne pas appliquer la loi sur la réforme des rythmes scolaires. Vous faites un choix. Il est temps pour vous de l'assumer. Ce choix, vous dites, c'est un choix économique. Donc vous décidez de faire des économies sur le dos des enfants et sur le dos des écoles. Où est l'intérêt de l'enfant dans cette décision? La seule et unique question à laquelle il faut répondre, c'est celle-là. Où est l'intérêt de l'enfant? C'est assez symptomatique d'une forme d'irresponsabilité, ce genre de propos, parce que le premier point, c'est que, évidemment, que je veux œuvrer dans l'intérêt des enfants qui fréquentent les écoles de Valence. Mais je ne peux le faire qu'avec les moyens qu'on me donne. Et je rappelle que, élu le 5 avril par le conseil municipal, installé le 7 avril dans mon bureau, j'ai vu arriver la nouvelle circulaire Hamon le 8 mai, et on m'a demandé de rendre une réponse avant le 6 juin sur la réorganisation totale du temps scolaire pour les jeunes Valentinois, les 6500 jeunes Valentinois. Et cette irresponsabilité... D'un autre côté, les rythmes scolaires, ça fait 1 an et demi quand même. On vous a laissé des délais, les communes. En effet, mais avec un changement majeur quand même. Ça veut dire que les améliorations... Avec plus de souplesse. Oui, la souplesse apportée, c'est de nous dire vous pouvez organiser sur une demi-journée. Très bien. On va proposer ça au conseil d'école valentinois. On l'a proposé au conseil d'école valentinois. Vous savez quelle est leur réponse? Sur 35 conseils d'école qui se sont prononcés, il y en a 20 qui disent qu'ils sont effarés par cette réforme, qui n'arrivent pas à prendre de position. Moi, quand je dis que je veux œuvrer dans l'intérêt des enfants, ça veut dire aussi respecter leur rythme biologique. Tous les chronobiologistes disent la même chose. Ça n'est pas adapté. Et quand là, Monsieur Daragon, je voudrais juste comprendre ce qui va se passer à Valence en septembre. C'est-à-dire que les enfants terminent à 15h30, qu'est-ce qui se passe après? Alors, nous avons dit, avec un collectif de 42 maires, que nous rentrions en résistance. Ça veut dire que nous interpellons le gouvernement et nous allons délibérer dans nos conseils municipaux pour l'interpeller en disant stop, halte à la casse, abrogez cette réforme ou laissez-nous au moins 1 an, à nous qui venons juste d'être élus, pour nous adapter et essayer de trouver des solutions. La deuxième chose que nous allons faire, c'est que nous allons mettre un service minimum en place parce qu'on ne veut pas prendre les enfants et les parents en otage dans une réforme que personne ne comprend. Vous faites des rythmes scolaires à minima, quoi, c'est ça? À minima parce qu'on n'a pas le choix. Mais pas le choix quoi, financier? Mais on n'a pas le choix financier et même en termes pratiques. Je vous dis, 20 conseils d'école sur 35 qui se sont réunis ne savent pas quoi répondre à la question aujourd'hui. Ils disent, ça n'est pas adapté, on ne veut pas se positionner. Mais au-delà de ça, c'est de l'amateurisme complet, cette réforme. Enfin, à quel moment le gouvernement va se questionner sur la situation financière des collectivités? D'un côté, on nous dit l'État n'a plus de moyens et donc on va baisser les dotations globales de fonctionnement. Et d'un autre côté, on s'adresse aux communes, par exemple comme Valence, en leur disant, voilà, la charge supplémentaire, elle est pour vous, c'est 900 000 €, 2,5 points d'impôt. 900 000 € pour mettre en œuvre cette réforme. Il y a 21 communes de la Drôme qui l'appliquent déjà. Quand l'opposition me dit vous n'êtes pas responsable, moi j'ai envie de leur dire d'abord le 16 juin vous allez avoir l'audit financier et vraiment savoir dans quel état vous laissez la ville de Valence. Et deuxième point, venez avec moi examiner le budget et dites-moi où sont les marges de manœuvre. C'est un échec pour les 21 communes de la Drôme qui appliquent déjà ces nouveaux rythmes scolaires? La plupart des communes qui l'appliquent, les retours sont quand même pas très positifs. J'étais chez vos confrères de France Bleu récemment, je peux vous dire que les appels des parents, c'était pas pour dire oh là là c'est merveilleux. Ça modifie complètement le rythme des enfants, ça modifie le rythme aussi des familles. Il faut m'expliquer comment font les mamans qui doivent venir chercher leurs enfants à 15h45. Il faut m'expliquer comment on fait dans les quartiers populaires ou les zones rurales qui sont où les parents n'ont pas de moyens, par exemple, ou n'ont pas d'animation proposée. L'idée, c'est bien qu'il y ait du temps périscolaire derrière. Il n'y a pas d'obligation, je vous signale, dans la réforme. Ça veut dire que le gouvernement, c'est l'amateurisme complet. On arrête à 15h45, puis chacun fait comme il veut. Jeudi après-midi, vendredi après-midi, on finit à 15h45, où on met des activités périscolaires, où on n'en met pas. Enfin, et comment font les familles? Moi, j'ai très peur dans les quartiers populaires d'avoir des enfants qui soient dans la rue à partir de 15h45, ou qui soient devant la télé. Et comment on fait pour les communes rurales? Dans la réunion des 42 maires où on a discuté, certains me disaient, mais toi encore à Valence, tu as la Comédie de Valence, tu as le Luxe, Scène Nationale, tu as de grandes associations sportives, des équipements, des piscines. Mais en zone rurale, que vont-ils proposer comme activité? On fait encore une fois une France à 2 vitesses? C'est pas possible. Donc moi j'appelle le gouvernement à la responsabilité et je rentre en résistance sur cette réforme.
Karachi, Sofitel, Bettencourt, Cahuzac et maintenant Big Malion. Depuis quelques années, la vie politique est secouée par les affaires. Ça a évidemment toujours existé, ne soyons pas naïfs, mais elles prennent dans la vie publique une proportion qui a certainement des conséquences sur les résultats électoraux, du moins en ce qui concerne le désintérêt manifesté à chaque scrutin par les citoyens. Je vais demander à Slim Mazni de nous rejoindre. Slim, bonjour, vous êtes journaliste d'investigation au mensuel Lyon Capital. Vous enquêtez régulièrement sur ces affaires, souvent liées d'ailleurs aux attributions de marchés publics. Bonjour. 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 Nicolas Daragon, vous en avez vécu une d'affaires pas très grave, on va le dire tout de suite, mais l'intitulé fait quand même frémir. Prise illégale d'intérêt. En tant qu'élu, vous aviez participé par procuration d'ailleurs à des votes sur l'Office du tourisme dont vous étiez le directeur, ce qui est illégal, et ce qui vous a valu 3 000 € d'amende, mais ni peine d'inéligibilité, ni inscription au casier judiciaire. Il n'y a évidemment non plus pas dans cette affaire d'enrichissement personnel, ni choses comme ça. Comment vous aviez vécu cette affaire à l'époque? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait peut-être un acharnement judiciaire et que c'était un peu trop vu les faits qui vous étaient reprochés, même s'ils sont illégaux, et la justice l'a reconnu comme ça? J'ai été meurtri par la plainte d'Alain Maurice sur un sujet où il savait L'ancien maire de pertinemment Valence. qu'il n'y avait aucun intérêt personnel, il n'y a eu aucun enrichissement, aucun préjudice, aucune victime. D'ailleurs, il n'y avait pas de partie civile alors qu'il avait déposé plainte. Voilà, j'ai été évidemment blessé. Cette histoire, c'est me reconnaître responsable d'un vote de 2 collègues qui ont voté une délibération qui est la même depuis 20 ans en mon absence et sans savoir qu'ils auraient dû ne pas participer au vote pour moi-même. Voilà, et en même temps, eh bien, écoutez, la justice a fait son travail, elle a décidé. Voilà, je me soumets au droit. La sanction était sans doute celle que vous avez énoncée à l'instant parce que les magistrats ont estimé qu'il n'y avait pas de gravité, pas d'enrichissement personnel, pas de victime. Enfin, tout ça fait que oui, j'ai été meurtri, je le suis encore parce que c'est compliqué. En plus, j'ai fait du droit pendant mes études, donc je me disais quand même, je ne suis pas un délinquant. Et puis la campagne électorale est venue ressortir son lot d'histoires avec des rumeurs insupportables. Donc oui, c'est difficile. Et en même temps, eh bien, écoutez, on n'est pas au-dessus des lois parce qu'on est élu, on n'est pas différent des autres. Et donc voilà, l'aspect politicien qu'il y avait derrière tout ça, la plainte d'Alain Maurice m'a fait un peu relativiser les choses, on va dire. Voilà. Est-ce que les élus sont malgré tout des justiciables comme les autres, Slim Mazni? Absolument, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Reste que, évidemment, que votre condamnation est marginale sur des faits qui sont mineurs, mais ça relève d'un problème institutionnel qui est le cumul des postes et des mandats. Et ça, les électeurs le disent souvent. Et il y a un débat là-dessus, sur la question du cumul des mandats. Parce que vous étiez conseiller municipal et directeur ou président de l'Office du tourisme de Valence. Si vous n'étiez pas en cumul des responsabilités, il n'y aurait pas eu cette affaire de prise illégale d'intérêt. Et ça relève quand même de débats institutionnels qui sont profonds pour notre pays. Et dont on voit aujourd'hui les conséquences sur les votes, sur les différentes élections. Sans défendre Nicolas Daragon, hein, vous étiez que conseiller municipal, donc on ne peut pas considérer que c'est une fonction politique, en tout cas, qui permet de vivre, évidemment oui. Pas. Et il fallait bien que vous bossiez à côté. Et j'étais professionnel du tourisme bien avant d'être élu local, donc ça veut dire que, bon, mais en même temps, je mesure ça, mais ça procède du statut de l'élu, ce que vous dites aujourd'hui. Ça veut dire que quand on est fonctionnaire et qu'on devient élu, on peut éventuellement, si c'est un mandat suffisant, on va dire, arrêter ses fonctions. Par contre, quand on est salarié du privé, ce que j'ai toujours été pour ma part, quand on devient élu, si on renonce à son activité, ça veut dire qu'on en démissionne. Ça veut dire qu'on perd son travail et que donc si on perd son mandat derrière, eh bien on n'a plus rien. Enfin, on n'a plus rien. Ça arrive à beaucoup de nos concitoyens. On essaie d'y apporter des réponses sur tous les territoires, mais en tout cas, quand on est élu, on n'attend pas du confort matériel de cette fonction d'élu. Mais en même temps, on n'attend pas de se mettre en difficulté pour exercer cette mission d'élu. Moi, j'ai la conviction vraiment que la justice fait son travail, les journalistes font leur travail, mais j'ai aussi la certitude que 99% des élus font bien leur travail. Il y a juste une complexité particulière qui s'est accentuée avec des réglementations dans tous les sens et en effet, de temps en temps, la possibilité de faire commettre des erreurs. Ce sont des erreurs. Enfin, après, quand il y a des actes délibérés, on ne parle pas de la même chose. Big Malion, c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Est-ce que vous avez l'impression d'une recrudescence des affaires, Slim, où ça a finalement toujours existé? Ça a toujours existé. Qu'on soit clair, ça a toujours existé. Mais on a quand même l'impression d'une intensité importante depuis quelques années et depuis le travail d'un certain nombre de journalistes, notamment le site Mediapart pour ne pas le citer, qui fait qu'on a une accumulation de dossiers qui épuise à la fois l'opinion et la démocratie française aujourd'hui. Il y a une affaire d'épuisement quand même avec l'accumulation. Est-ce que la presse a un rôle d'amplificateur?
Non, je ne crois pas. C'est un mauvais procès qui est fait à la presse. Moi, je crois beaucoup à une réforme de la justice sur les dossiers financiers. C'est trop long. L'affaire Bettencourt, on en parle depuis des années. L'affaire Big Malion... Karachi, l'affaire c'est 95 Karachi. C'est l'affaire la compagnie Balladur. L'affaire Big Malion, l'UMP va la traîner pendant des années. C'est beaucoup trop long et c'est ce qui donne cet effet d'épuisement et d'accumulation. Il faut arriver à traiter les affaires de façon beaucoup plus rapide. On se dit qu'il y a aussi... alors, il y a des élus qui sont condamnés, comme ça a été votre cas. Finalement, une affaire qui était simple aussi, mais quand on voit l'affaire Bettencourt ou l'affaire, encore pire, l'affaire Karachi, qui, elle, dure depuis maintenant quasiment 20 ans, il n'y a toujours pas de mise en examen. On a l'impression aussi que jamais un homme politique ne va en prison pour des faits délictueux. Donc c'est très, très rare. Il y a évidemment des contre-exemples. On peut en citer. Dans la région, on en connaît beaucoup. Dans les années 90, il y en a eu des condamnations. Mais ce que vous dites là relève de cette temporalité du temps judiciaire, qui est beaucoup trop longue. Évidemment, on a l'impression que personne n'est jamais condamné. Mais parce que les affaires traînent. Les affaires mettent du temps à arriver devant un tribunal correctionnel. Vous, ça a été très rapide, j'imagine, pour votre dossier. Mais les affaires mettent beaucoup de temps pour arriver devant un tribunal correctionnel. Et donc, en face, on a des cabinets d'avocats qui s'organisent et on a des affaires qui n'en finissent jamais. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que personne ne sera jamais condamné. Simazi, je voudrais qu'on reparle un instant du rôle de la presse. Est-ce que la presse peut ou doit commettre des infractions comme du recel, de viol, de secret de l'instruction pour révéler des affaires ? Est-ce que vous êtes prêt, vous, à vous faire condamner ? D'ailleurs, vous avez des mises en examen. Hein. J'ai une mise en examen pour recel de violation du secret de l'instruction, effectivement. Donc c'est dans le cadre de notre métier, où il faut aller chercher des informations qui restent confidentielles, secrètes, cachées. Mais il faut le faire. D'ailleurs, il y a, d'un point de vue judiciaire, il y a deux lois qui sont à la fois paradoxales. Il y a la loi qui nous protège, nous journalistes, qui protège le secret des sources, par lesquelles nous avons des informations, des documents, des sources qui sont soumises au secret. Bien souvent. Ça peut être des magistrats, ça peut être des policiers. Et des sources qui ont un intérêt aussi, hein, souvent, à révéler des affaires. Ça, c'est les sources politiques et c'est la manipulation politique. Peut-être que M. d'Aragon en a été la victime. Mais ça existe, ça existe. Et il y a ce secret de l'instruction qui vient parfois contredire cette affaire de protection des sources, où là, on a un conflit quand même. Et la question qui revient là sur le plateau, c'est de savoir est-ce qu'il faut une réforme de la justice sur ces questions-là. Je crois que oui, à la fois sur le temps judiciaire et sur la question du secret des sources. Sur le secret de l'instruction. Le rôle de la presse, de violation parfois du secret de l'instruction, mais pour révéler des affaires, enfin j'imagine que vous suivez, comme nous tous, et même plus près que nous tous, les affaires qui touchent votre parti récemment. Quel regard vous avez justement sur le rôle de la presse ? Plus au sujet valentinois qu'aux affaires qui touchent l'UMP, je dois le dire avec beaucoup d'humilité, parce que voilà, moi je suis le maire des Valentinois et je suis souvent affublé de maire UMP de Valence. Je m'estime plus maire des Valentinois d'abord, et puis avec une appartenance à une famille politique ensuite, à laquelle je tourne pas le dos même dans des périodes difficiles. Dès lors qu'on se place en dehors de la loi, a priori, c'est pas une position que nous, on doit valider en tant qu'élus, et vous, en tant que journaliste aussi. Mais moi, je comprends qu'il y a des contingences liées à vos activités professionnelles qui font que lorsque vous recevez une information, vous n'allez pas vous refuser à la diffuser. On a souvent fait le procès des médias aussi qui ont révélé toutes ces affaires ces derniers temps. Moi, je crois que globalement, les médias font leur job, quoi. Il n'y a pas d'excès. Et puis, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et c'est vrai que moi, il y a certains journaux que j'ai complètement arrêté de lire en me disant maintenant ça suffit, il y a tellement de choses qui sont écrites qu'on se demande ce qui est vrai. On pourrait aussi se questionner sur les informations qui sont sorties à l'époque je me souviens d'une histoire d'appartement pour Nicolas Sarkozy pendant les élections de 2007. On n'en a plus jamais reparlé. Et je me souviens aussi de plein d'affaires qu'on a mis sur le dos d'un certain nombre d'élus. Ça faisait la une de l'actualité, et le jour où il y avait un non-lieu, plus rien, ou un petit encart comme ça. Je crois qu'il y a ça aussi. Ça, par contre, je pense que les journalistes pourraient traiter au même niveau. Ça a trait au tour judiciaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Slimani. On peut lire vos enquêtes dans le mensuel Lyon Capital. Le numéro du mois de juin est sorti hier, et puis sur le site lyoncapital.fr. Alors, La Voix est libre, deuxième partie. Je reçois aujourd'hui Nicolas d'Aragon, maire UMP de Valence dans la Drôme. Et c'est l'heure du face-à-face en pleine forme. Questions acérées. Olivier Michel, venez me rejoindre. Bonjour, monsieur d'Aragon. Bonjour. On commence, comme il est de coutume, par une citation. Elle est de quelqu'un que vous connaissez bien, monsieur d'Aragon, le député maire UMP de Cré, patron d'ailleurs de la fédération UMP de la Drôme, Hervé Mariton. Le retour de Nicolas Sarkozy sur la scène politique ne s'impose pas, a-t-il dit le 30 mai dernier, chez nos confrères d'LCI et de Radio Classique. Partagez-vous cette opinion ?
Oui, ça ne s'impose pas et en même temps, ça n'est pas à exclure. Ça veut dire qu'on a longtemps vécu les périodes où c'était les partis politiques qui faisaient les leaders. Le PS a fait Mitterrand, le RPR a fait Chirac. Et puis il y a eu un petit bouleversement à l'élection de 2007. Le PS ne soutenait pas particulièrement Ségolène Royal qui a été la candidate. On sait que Nicolas Sarkozy, c'est pas le résultat du soutien de Jacques Chirac. Aux États-Unis, Barack Obama, c'est le meilleur exemple, hein. C'était Hillary Clinton. Si je comprends bien, en fait, Donc, partie ça de veut dire ceux que- qui demandent quoi le retour dans le jeu normal, c'est-à-dire avec l'organisation des primaires. Il faut faire des primaires. Il faut qu'un leader apparaisse et qu'il s'impose. La vraie question, c'est une question de leadership. Moi, je ne suis pas simplement sur une organisation partisane. Vous savez, Est-ce que les Français affaires se- le discréditent, M. Sarkozy, les différentes affaires dans lesquelles son nom apparaît? Big Malion, savait-il ou pas? Et la question se posera quand même beaucoup. Forcément, il y a l'ombre des affaires qui plane d'ailleurs sur toute la classe politique, hein, on l'a dit à l'instant, à droite comme à gauche, mais à force, je me demande si ça lui nuit tant que ça, parce que nos concitoyens sont aussi un peu exaspérés de voir qu'il est une cible permanente. Donc voilà, moi je ne suis pas Mais un il y a quand même la sarkozyste. vérité judiciaire, il y a des procédures, il n'y a pas que l'affaire Big Malion, hein, il y a l'affaire Oui. aussi Karachi, Jus- sans Jusqu'à doute. présent, les résultats des financement. procédures, ça termine toujours de la même façon. Ça veut dire que ce sont des non-lieux. Donc, bon, en effet, je ne suis pas un sarkozyste de la première heure. Hein. Moi, je suis plutôt un gaulliste social, Même s'il filloniste. était auprès Mais de vous, hein, début mai, hein, vous étiez Je suis dans le allé cadre de la déjeuner campagne parce qu'il européenne, a- vous étiez voilà. ensemble. Hein. il a invité les nouveaux jeunes maires de Rhône-Alpes. Donc, je m'y suis rendu avec beaucoup de plaisir. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein, Un mot sur ancien chef d'État. Triumvirat, Copé, Raffarin, Fillon, c'est la bonne formule de transition selon vous? Pour la transition, sans doute. Moi, j'ai beaucoup d'estime, vous l'avez compris, pour François Fillon. Autant pour Alain Juppé. Ils sont venus me soutenir tous les C'est deux. Juppé d'ailleurs, hein, c'est pas voilà. Copé, c'est Juppé. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est Alain Juppé. Oui. Alain Juppé ou François Fillon, et évidemment, le sage, Monsieur Raffarin, mais bon, voilà, ça doit être une période Donc, transitoire. Jean-François Copé qui dit qu'il faut attaquer devant la justice, cette nomination-là, ça vous semble totalement Moi, je crois inutile? qu'il y en a un peu assez des histoires de ce genre. On a vécu la campagne interne qui a laissé des traces assez douloureuses. Donc, ça Dernière suffit. question. Juste, vous êtes un quadrat de l'UMP. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que les quadrats prennent le pouvoir à l'UMP? Enfin, Parce qu'il y a quand même le un pouvoir, problème de enfin, je veux dire, renouvellement. il y a- C'est ce que nous disent aussi les électeurs. Il y a un problème de renouvellement de la classe politique et vous y êtes touché de plein fouet. Il y a un certain nombre d'élus qui sont en train de prendre le devant de la scène, on va dire, des Bruno Le Maire, des Laurent Wauquiez, des François allez- Barouin, voilà, petit à petit, mais en même temps, je crois qu'il y a pas, c'est pas la nécessité qui va faire qu'il y aura un leader à l'UMP, c'est plutôt quelqu'un qui va y aller franchement. Et donc, moi, j'attends impatiemment. Et en même temps, aujourd'hui, si on me questionne, c'est vrai que il y a Bruno Le Maire, François Fillon, François Barouin, c'est des gens qui me paraissent bien pour l'avenir de notre famille politique. Deuxième phrase que nous avons choisie, c'est à propos des réductions des indemnités que vous avez décidées pour tous les élus de Valence, une de vos premières décisions du reste. Voilà ce que dit à propos de vous le chef de votre opposition et prédécesseur Alain Maurice. Avec l'agglo, son poste de conseiller général, il va beaucoup plus toucher que le maire sortant, c'est de l'enfumage. Propos tenus au Dauphiné Libéré le 12 avril dernier. De l'enfumage, de la démagogie? Ah non, c'est une promesse que nous avions faite pendant les élections de baisser les indemnités des élus de 10%. Vous avez dit 10%, vous avez fait 30. Oui, On a fait effectivement. 32,5%. Voilà, Monsieur Maurice était Non, parce que président, du coup, on aimerait savoir combien vous gagnez en tant que conseiller général 1400 €. et en tant que président de l'agglo. Alors, j'ai pas encore perçu la première indemnité, mais Et vous elle allez est gagner combien à peu près? Un peu plus de 5 000 euros? 1800. Non, on a baissé l'indemnité de l'agglo aussi de 10%. Elle est de 2400 brut, donc ça doit faire 1800 ou Donc 1900 3 euros. 800 en tant que maire, c'est à peu près ce qui a été décidé. Oui, c'est Donc 3300. ça fait à peu près un peu plus de 6 000 euros en tout Voilà, cas, c'est ce que vous ça. gagnez. Et le plafond de rémunération des élus, c'est 8200. Donc M. Maurice se trompe. Et lui était au plafond, en effet, quand il était conseiller général, président de l'agglo et maire. Donc la précédente municipalité était trop payée selon vous? C'est surtout que j'estime qu'en période de crise, nous devons donner l'exemple et que baisser les indemnités, c'est le premier signe qu'on doit donner parce qu'il va falloir que nous soyons extrêmement rigoureux sur la gestion financière de la ville. Et quand on va demander aux Valentinoises et aux Valentinois de faire des efforts et à nos employés de faire des efforts, eh bien, il faut que nous soyons les premiers à le faire. Et vous dites dans la première partie de l'émission, quand on parle justement de la question de l'argent dans la politique, on ne doit pas mettre en difficulté un élu durant son mandat. Sous-entendu, il faut le payer malgré tout pour le travail qu'il fait. Oui. Donc vous estimez finalement que baisser de 30%, c'est justement rémunérer les élus qui Écoutez, moi, représentent je les travaille Valentinois. de 8h du matin à 22h le soir. Mon indemnité totale doit être de l'ordre de 6 000 €. Voilà, je trouve que je suis bien payé et je fais mon travail. Voilà. Et est-ce que vous entendez des élus quand ils disent, par exemple, oui, mais ça nous met en difficulté parce qu'on avait pris un travail à temps partiel et finalement, l'ensemble de revenus va baisser
et on sera peut-être moins efficace, on travaillera moins bien peut-être au sein du conseil J'ai pas municipal. entendu ça dans mon équipe municipale, tout simplement parce qu'on a signé une charte des élus pendant la campagne électorale, dans laquelle j'avais dit l'indemnité d'un adjoint, C'est ce pas sera forcément votre 1300 équipe euros net. municipale, hein. Le conseiller municipal, ce sera 550 euros net, et pas un centime de plus, et on a tenu 1300 parole. mètres, ça fait pas lourd, hein, c'est à peine au-dessus du SMIC. Oui, mais en même temps, ils ont une activité à côté. Ils prennent 20% de leur temps de travail ou 30% de leur activité professionnelle en disponibilité pour exercer ce mandat. Et C'est ferait suffisant. Pas mieux de prendre plus de temps pour s'occuper des Valentinois, justement? Jusqu'à présent, ça semble donner satisfaction. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Dans les équipes municipales auxquelles j'ai appartenu, c'est ce que nous faisions. Et c'est aussi ce que faisaient les élus de l'équipe d'Alain Maurice, tout en étant en effet beaucoup plus payés. Vous reconnaissez évidemment ce document de campagne. Oui, Comment oui, on pourrait vous très l'avoir bien. oublié Il est sur mon votre bureau. Et alors vous dites donc dans la liste un certain nombre de mesures, hein, on va notamment baisser la fiscalité. Oui, Là vous maintenez. bien sûr. Vous allez baisser la fiscalité Bien dès l'année sûr. prochaine. L'an prochain, on fera un petit effort parce que on trouve les finances de la ville dans un état que nous allons rêver. C'est-à-dire vous allez augmenter les impôts. Ah donc non, c'est ce que on vous va êtes en train de baisser dire. les impôts. On fera un petit effort sur la fiscalité. On va essayer de les baisser au moins d'1% en début de mandat. C'est quoi Et les puis- efforts dont vous parliez à l'instant pour les Valentinois? Ah bien écoutez, il va falloir faire des choix sur le service public qu'on rend à nos concitoyens. Alors moi, mon objectif, c'est qu'il soit de la meilleure qualité possible. Et en même temps, on est dans une période où la raréfaction des deniers publics fait qu'il va falloir faire des choix. Donc on va faire ces choix, on va les Vous présenter les à avez l'avance. déjà fait ces choix? Alors, on est en train, vous savez, on nous rend C'est le budget l'audit. de fonctionnement, c'est moins de Exactement. personnel de la mairie? C'est écouter plus de mutualisation avec l'agglomération, c'est la suppression d'un certain nombre de manifestations ou de subventions comme le beach soccer qui coûtait 250 000 euros au contribuable valentinois sans que ça lui rapporte rien, comme Valence Plage qui coûtait 120 000 euros et qui était quand même pas un succès fou. Voilà, c'est aussi des choix Mais dans sur... le même temps, vous embauchez 13 policiers municipaux. Oui, en effet. Dans le même temps, on fait ce choix-là, qui est d'embaucher 13 policiers municipaux. Avec la baisse des indemnités des élus de Valence, on embauche 7 policiers Ça veut dire qu'il y en a municipaux. 50, vous en aviez promis 80, vous laissez tomber les 30 autres? On en a promis entre 70 et 80 d'ici la fin du mandat. Il y en avait 37 quand nous sommes arrivés, on passe à 50. Ça veut dire une augmentation de plus de 30% des effectifs dès les premiers mois. Je reviens sur la baisse de la fiscalité. Est-ce que vous n'avez pas été un peu vite en besogne? Parce que finalement, j'ai l'impression que vous découvrez l'état des finances de la ville aujourd'hui. Alors, Et visiblement, elles ne sont pas très bonnes. je ne les découvre pas complètement, mais je dois vous avouer que la taille de la surprise est un peu surdimensionnée. C'est-à-dire Voilà, ça veut Combien dire reste qu'on en va... caisse aujourd'hui dans les caisses de la ville de Valence? Il reste très peu en caisse. Plusieurs centaines de milliers d'euros? Non, Plus non. La capacité d'autofinancement de la ville en 2008, c'était 14 millions d'euros par an. Ça veut dire ce qui nous restait en tout début d'année pour investir pendant l'année. Au 1er janvier 2015, ce sera 400 000 euros. Quand on a un 400 budget 000 euros. de 120 millions d'euros au total, eh bien, ça vous laisse imaginer qu'on peut se retrouver, entre guillemets, à découvert très vite. Et si on est à découvert dans une collectivité, ça veut dire qu'on commence à emprunter pour payer les salaires. Du coup, conseil municipal exceptionnel, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le 16 juin, dans lequel vous rendrez public cet audit que vous avez demandé. Bien entendu, j'avais proposé à l'opposition de faire un conseil municipal à huis clos pour avoir un vrai débat Et elle a qui ne dit, soit on n'a pas, rien à cacher. qui ne soit pas des postures politiques, qu'on puisse échanger et se poser des questions et ensuite révéler à la population et avoir ce débat sur la place Ça va, publique. ça va être chaud quand même. Hein. Pourquoi pas un débat public? Eh bien, écoutez, on D'autant va que l'avoir M. Maurice le disait, 16 on n'a rien juin. à Vous allez cacher, on l'avoir. assume nos Finalement, il finances. sera public. Vous aviez C'est- envisagé un débat à huis clos. Oui, Et il sera d'abord un public. débat à huis clos et ensuite un débat public. Il sera finalement public dès le premier. À la dès le demande premier- de l'opposition. La première séance. L'opposition l'a souhaité, donc j'ai évidemment accepté immédiatement. Donc ça veut dire qu'on dira où on en est de l'endettement, où on en est de la capacité d'autofinancement, où on en est aussi des recrutements. J'ai trouvé 166 titularisations dans les 6 mois qui ont précédé les élections sur mon bureau en arrivant. Vous voyez où je veux en venir, Monsieur Daragon, parce que Dites-moi. vous promettez une baisse des impôts. Hum. Finalement, vous héritez, semble-t-il, de finances qui sont, on va dire, au plus bas. Et on se dit, mais comment va-t-il faire, encore une fois? Et donc, on comprend bien, vous allez donc réduire un certain nombre de services aux Valentinois. On va réduire un certain nombre de dépenses qui nous paraissent superflues et inutiles. On a commencé avec les indemnités, le beach soccer. Je peux additionner les exemples. On a déjà fait 1,5 million à 2 millions d'économies. Ça veut dire quoi, c'est Donc un- petit à petit. C'est un mandat de rigueur absolue, presque, si on Non, vous ça- entend, parce que ça- réduire tout... Non, ça va être Vous un dites le mandat- beach soccer, par exemple, ça Non. rapporte rien, mais Oui. après, c'est de l'animation en ville, c'est de l'hôtellerie, Oh, c'est... Oui, le dernier week-end du mois d'août, en effet, ça apporte 200 nuitées d'hôtel à Valence, en faisant venir des équipes de l'étranger qu'on paye fort cher et qui attirent
investir 2 ou 3 000 Valentinois. Oui, à 250 000 €, ça fait un peu cher la manifestation. Moi, je préfère aider les associations sportives ou culturelles valentinoises avec cet argent et aussi pratiquer des économies systématiques. Vous savez, ça va être un mandat de cohérence, tout simplement. Ça veut dire faire des choix très clairs, les annoncer très tôt. En fonction de l'audit que nous allons avoir, nous allons annoncer un plan de mandat très précis et qui tiendra compte des engagements que nous avons pris. Alors un dernier engagement, puisque l'heure tourne, bien sûr, les transports publics. Le transport public en libre accès pour les Valentinois. Vous disiez même au mois de mai 2013 que le transport public à Valence serait gratuit, en citant Aubagne, qui fait partie des grandes villes à l'avoir imposé. Ça, on laisse tomber ? Écoutez, on va demander à Valence Roman Déplacement qui vient d'élire son conseil. On vote une délibération. Il y a que des gens de chez vous, on est bien d'accord, avec des Valentinois. Non. Il y a un Valentinois, une personne de Montéléger, une personne de Chabeuil. Non. Il n'y a pas que des Valentinois. Alors, du coup, on se demande pourquoi vous l'avez promis si effectivement aujourd'hui vous dites que c'est plus vous qui allez le décider. Ah non, mais attendez, un syndicat, vous me parlez de l'exécutif, mais le syndicat, c'est 45 personnes qui votent quand même. Donc, du coup, on va les saisir. Parce que c'était quand même une annonce très très forte. Le conseil municipal de Valence va saisir par délibération Valence Roman Déplacement pour qu'il lance l'étude sur la baisse des tarifs. Évidemment que notre objectif, c'était d'arriver à un libre accès. Ça veut dire un coût le plus mineur possible, ce que nous avions appelé la gratuité, mais rien n'est gratuit. Donc on est revenu sur cette formule. Si on n'y arrive pas, en tout cas, on baissera massivement le coût des abonnements. C'est notre objectif, faire que les transports publics soient suffisamment attractifs compte tenu de leur prix. Une dernière question pour qu'ils soient utilisés. Comment vous êtes sorti de cette campagne ? Et notamment sur la plainte que vous avez déposée contre une colistière d'Alain Maurice qui, selon vous, donc, répandait un certain nombre de fausses rumeurs. On en est où aujourd'hui de cette affaire ? Alors je ne sais pas, je présume qu'elle suit son cours, la plainte est toujours en cours. Écoutez, je suis sorti blessé, un peu meurtri, parce que ce ne sont pas des méthodes acceptables, parce que j'estime que le débat public doit être positionné d'une façon digne, et qu'il y a finalement que 6 mois, dans un mandat de 6 ans, pour aller à la rencontre de nos concitoyens avec un programme et un vrai débat face à nos opposants. Et ça n'a pas été le cas. Ça veut dire que moi, j'estimais que je devais parler de mon programme et de mon équipe. Donc j'ai continué à le faire. Et j'ai été blessé. Clairement, j'ai été blessé parce que ces attaques étaient indignes. Merci beaucoup, Nicolas Daragon, d'avoir participé à cette voix libre. Merci, Olivier. Merci, Paul. Bon courage, monsieur Daragon, Merci. pour les 5 ans et 10 mois de mandat qu'il vous reste. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Comme d'habitude, l'inaccessible, imputrescible et inamovible Adrien Gros-Radonez, Pascal Denot, Laurie Corsial, Hugo Chaplon et Stéphane Yvon, l'équipe de France 3 Drôme, et l'étonnant monsieur Xavier Dang. Vous n'en avez pas fini avec les programmes de France 3 Rhône-Alpes cet après-midi, et comme chaque samedi, rendez-vous avec les documentaires régionaux à 15h20. Enquête de région revient sur les grands dossiers de l'année, l'affaire Fiona, l'accident de Michael Schumacher et le mariage pour tous. Que reste-t-il aujourd'hui de la lutte des opposants? Et puis Laurent Guillaume vous donne rendez-vous à 16h15 pour ses chroniques d'en haut avec justement le plus haut laboratoire botanique d'Europe dans les Hautes-Alpes, au col du Lautaret, à 2100 mètres. Les scientifiques étudient la méconnue flore alpine. Prochain rendez-vous de la Voix libre, ce sera samedi à la même heure en compagnie de Sylvie Bosquiero. Elle recevra le recteur de la faculté catholique de Lyon, Thierry Magnin. À suivre l'édition nationale. Passez un excellent week-end et surtout profitez bien de ce dernier pont du printemps.